Imaginez ceci, vous devez réviser un sujet complexe pour un examen, disons l'histoire de la Révolution française. Vos notes sont éparpillées, le manuel semble interminable et le stress monte. Et puis on vous parle des mind maps. Une simple feuille blanche, quelques couleurs et des mots-clés suffiraient à clarifier tout ce chaos. Et cela semble super magique. C'est l'idée et le principe de ce qu'on appelle donc une carte mentale ou mind map, un outil populaire pour organiser des idées. Mais maintenant, imaginez que vous êtes enseignant. Vous présentez donc un mind map prêt à l'emploi pour expliquer un concept de biologie par exemple. Certains élèves l'adorent, mais d'autres se sentent perdus. Vous réalisez alors que l'outil, bien que puissant, ne convient pas forcément à tout le monde. Et si le véritable bénéfice du mind map n'était pas le schéma en soi, mais plutôt le processus derrière sa création? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons découvrir pourquoi les mind maps sont des outils d'apprentissage puissants, mais pas forcément universels. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secrets.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier à travers le MemoCamp. En 1990, alors que j'étais encore au lycée, je découvre cette technique appelée mind map à travers un livre d'un certain Tony Buzan, un psychologue et auteur britannique. Ce livre s'appelait Dessine-moi l'intelligence. Et quelques mois avant sa mort, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au cours d'une intervention que je donnais moi-même sur la mémoire et lui sur le mind map. C'est dans les années 1970, en cherchant des méthodes pour améliorer la mémoire et la prise de notes, qu'il imagine ce concept. Inspiré par le fonctionnement de l'esprit humain, il a remarqué que les connexions non linéaires et visuelles aidaient à mieux organiser et retenir les informations. Il s'est ainsi inspiré librement de quelques recherches scientifiques et notamment l'effet de la double codification que l'on doit à Alan Paivio en 1971. Ce dernier a montré que l'apprentissage est renforcé lorsque les informations sont présentées sous des formes verbales, textes ou mots, et visuelles, images et couleurs. Buzan a repris cette idée en incorporant des dessins, des couleurs et des branches visuelles dans ce qu'il a donc appelé les mind maps. Et par ailleurs, les recherches de Handel Tulving en 1962 sur l'organisation hiérarchique de la mémoire soulignent que la mémoire est plus efficace lorsque l'information est organisée de manière hiérarchique et associative. Les mind maps structurent les idées sous forme de branches reliées, imitant cette organisation donc naturelle. Et ça, donc, Tony Buzan le revendique. Une autre théorie datant de 1969, que nous devons aux chercheurs Collins et Killian, propose que les concepts dans notre mémoire sont reliés par des associations en forme de réseau. Une idée peut en évoquer une autre par des liens conceptuels. Les mind maps reflètent ce modèle en reliant les mots-clés par des branches, ce qui, selon Tony Buzan, facilite la navigation mentale et la récupération d'informations. Alors certaines critiques ont été adressées à Tony Buzan. On lui reproche parfois d'avoir exagéré les fondements scientifiques de sa méthode, comme les prétendus doubles avantages cognitifs des mind maps. Et les théories qu'il cite ont parfois été simplifiées à l'excès et ne sont pas entièrement validées. Si Tony Buzan a popularisé les mind maps dans les années 1970, il n'a donc pas inventé le concept d'organiser visuellement des idées. Cette pratique remonte à plusieurs siècles. Ainsi, dès le XIIIe siècle, des penseurs comme Ramon Lull utilisaient des diagrammes pour synthétiser des concepts philosophiques. Au XIXe siècle, les entreprises structuraient leur hiérarchie à l'aide de graphiques visuels. Et dans les années 1960, des chercheurs en éducation comme David Ausubel mettait en avant les bénéfices des schémas pour organiser les connaissances. Tony Buzan a ajouté une touche méthodologique en rendant le processus peut-être plus systématique, avec une idée centrale au milieu, des branches colorées représentant des thèmes principaux, des mots-clés et des images pour illustrer chaque idée.
Dans le détail, si vous voulez tester cette stratégie, prenez une feuille de papier A4 et préférez le format paysage plutôt que portrait. Puis au centre de la page, écrivez le sujet principal dans un nuage. Par exemple, les énergies renouvelables. Si vous êtes créatif, ajoutez un dessin simple ou un symbole à côté du mot. Par exemple, un soleil pour symboliser l'énergie solaire. Cela attire l'œil et stimule votre mémoire. Tracez maintenant des branches principales partant de l'idée centrale. Imaginez des branches d'arbres qui s'éloignent du tronc. Chaque branche représente une catégorie ou un thème clé. Pour notre exemple, sur les énergies renouvelables, vous pourriez avoir une branche pour énergie solaire, une autre pour énergie éolienne et une troisième par exemple pour énergie hydraulique. Inscrivez chaque mot sur toute la longueur de la branche et pas au bout comme on le voit parfois. À partir de chaque branche principale, ajoutez des sous-branches. Elles détaillent les sous-thèmes ou les informations associées. Par exemple, pour la branche énergie solaire, vous pourriez créer des sous-branches pour panneaux photovoltaïques, applications domestiques et impact environnemental. Pensez à rester bref, utilisez des mots-clés plutôt que des phrases complètes. Maintenant, ajoutez de la couleur pour différencier vos branches. Une couleur par catégorie peut suffire. Ajoutez également des dessins ou des symboles si vous êtes à l'aise, un nuage pour énergie éolienne, une goutte d'eau pour l'énergie hydraulique, etc., etc. Les images aident à mémoriser les informations, je vous le rappelle. Prenez maintenant un moment pour examiner votre carte. Est-ce qu'elle reflète bien votre sujet? Est-elle claire, lisible? Si nécessaire, vous pouvez réorganiser les branches, ajouter de nouvelles informations ou simplifier certaines parties. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'obtenir un dessin parfait, mais de clarifier vos idées et de mieux les mémoriser. Prenez le temps de créer vos cartes vous-même, c'est ce processus qui ancre vraiment les informations dans votre cerveau. Mais au fait, pourquoi les mind maps fonctionneraient-ils? Les cartes mentales ou mind map reposent sur plusieurs principes cognitifs. Il y a d'abord l'effet de l'organisation. Structurer des informations améliore leur mémorisation. Ensuite, il y a l'apprentissage multimodal. La combinaison de visuels, de mots, de couleurs stimule différentes zones du cerveau. Il y a ensuite la hiérarchisation naturelle. Les mind maps imitent la façon dont notre cerveau catégorise les informations, donc par hiérarchie, du grand mot-clé vers les sous-idées. Et surtout, ces cartes mentales sont basées sur le principe simple et élémentaire. Pour en créer une, il faut y mettre du temps et de l'effort. La vérité, finalement, derrière les mind maps, est peut-être justement là. Proposer une solution qui peut être perçue comme fun et agréable et qui permet à certaines personnes de dépasser l'aversion au temps et à l'effort que demande l'apprentissage. Des études ont examiné donc l'efficacité des mind maps comparée à d'autres méthodes. Une recherche publiée dans la revue ibéro-américaine d'éducation a montré que les mind maps favorisent non seulement la mémorisation, mais aussi les compétences comme l'organisation et l'estime de soi. Il serait particulièrement efficace dans les contextes collaboratifs où plusieurs individus travaillent sur une carte mentale. Cependant, une autre étude a comparé les mind maps à la pratique de la récupération, une méthode où les apprenants testent leurs connaissances en répondant à des questions ou en rédigeant sans support. Cette dernière donc a montré des résultats très supérieurs pour la rétention d'informations. Ce que nous pouvons conclure, c'est que les mind maps, loin d'être une méthode magique, fonctionnent bien pour certains, mais leur efficacité dépend largement du contexte, de la matière étudiée et des préférences de l'individu. Notons également quelques limites dans cette pratique que je juge important de rappeler. Créer un mind map demande du temps et un effort mental important pour identifier les mots-clés et organiser les idées. Le coût cognitif peut être élevé. Certaines personnes préfèrent des résumés linéaires, des fiches ou des tableaux. Et pour terminer, si un enseignant, comme parfois j'en vois, impose des mind maps sans expliquer leur logique ou processus, il risque de frustrer les élèves. Donc si vous êtes enseignant, s'il vous plaît, n'imposez pas ces méthodes, proposez mais n'imposez pas. Voyons maintenant justement comment appliquer les mind maps dans notre quotidien.
Je vais être très honnête et transparent avec vous, je ne suis pas un grand défenseur du mind mapping, que je trouve survendu, même si je lui reconnais certaines vertus pour l'avoir pratiqué moi-même il y a très longtemps. Je suis plutôt pour montrer aux apprenants les différentes stratégies, dont justement le mind map, et surtout leur expliquer ce qui se cache au niveau fondamental derrière cette stratégie. Donc si vous êtes étudiant, expérimentez les mind maps, essayez cette méthode pour des sujets où les relations entre concepts sont essentielles, peut-être en sciences, en histoire par exemple. Créer une carte mentale sur le cycle de l'eau peut aider à visualiser les étapes et les liens. Le vrai travail se fait avant de dessiner, il faut donc identifier les idées principales, les regrouper et puis choisir les bons mots-clés. Ce processus d'analyse est ce qui renforce l'apprentissage. Et puis vous avez après des logiciels comme Xmind ou FreeMind qui permettent de créer rapidement des cartes mentales, surtout pour les révisions en groupe. Il y a même donc des IA génératives maintenant pour faire tout ça. Si vous êtes enseignant, avant de demander aux élèves donc de créer des mind maps, enseignez-les à repérer des mots-clés et à structurer des idées. Proposez plusieurs outils comme des listes, des tableaux, des résumés et laissez les élèves choisir ce qui leur convient. Par exemple, un élève pourrait préférer un mind map tandis qu'un autre pourrait opter pour une fiche détaillée. Faire un mind map en groupe permet par contre de partager des idées et de renforcer la compréhension collective. Si vous êtes dans le milieu professionnel, lors d'une réunion, un mind map peut structurer les idées et priorités du groupe. Par exemple, pour le lancement d'un nouveau produit, créez une carte avec des branches pour le marketing, la logistique et les finances. Utilisez les mind maps pour découper un projet complexe en étapes claires et compréhensibles. Si vous êtes parent, encouragez vos enfants à résumer leurs leçons avec des dessins et des couleurs en transformant les révisions en activités créatives. Si votre enfant préfère des listes ou des fiches, respectez ses préférences. L'important est qu'il comprenne les concepts, montrez-lui donc le système des cartes mentales, car certains enfants excellent et adorent ce principe et ça marche très 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 bien. N'oubliez pas que la clé de la réussite à l'école, c'est d'abord le vocabulaire. Et si vous faites partie des seniors, eh bien, utilisez des mind maps pour structurer des informations sur des sujets d'intérêt ou des souvenirs personnels. Par exemple, un mind map sur une généalogie familiale peut être une activité enrichissante. Si vous trouvez cette méthode trop complexe, optez pour des alternatives comme des listes ou des diagrammes simples. Pour conclure, je dirais que les mind maps sont des outils d'apprentissage fascinants, mais ils ne sont pas une solution miracle. Leur véritable force réside dans le temps et l'effort consacré à analyser et structurer les informations, un processus que vous pouvez appliquer avec ou sans carte mentale. L'essentiel, c'est de trouver une méthode qui vous convient et de vous engager pleinement dans l'apprentissage. Et le mieux suite à ce podcast, eh bien, il est très très simple, c'est justement de tester, d'expérimenter et de faire votre propre idée. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site lestraitdunionssecret.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas rejoindre le MemoCamp. Merci et à bientôt.